Le désert de Tindibin, muet depuis des décennies, a brusquement changé de visage en quelques heures lorsque l'Alliance du Sahel a déclenché une opération que peu d'observateurs avaient anticipée. Ce basculement éclair, rendu possible par un réseau de coordination conçu localement, a mis à nu un contraste brutal entre l'immobilisme attendu et l'élan stratégique qui naît au cœur du Sahel. Pour vous comme pour la région, que signifie vraiment le fait qu'Ibrahim Traoré mène cette transformation sans béquille extérieure, en assumant seul la responsabilité du risque? À partir de ce moment précis, un horizon nouveau, lourd de promesses et de tensions, commence à se dessiner. L'opération de Tindi Ibn ne représente pas seulement un tournant militaire, mais un enjeu décisif pour la manière dont le Sahel envisage désormais sa propre souveraineté. Comprendre cette bascule offre une lecture claire du rapport entre autonomie et survie régionale. Car derrière chaque décision prise par l'Alliance du Sahel se joue une réalité simple. Si cette dynamique échoue, le continent risque de replonger dans un cycle où la dépendance extérieure dicte les priorités stratégiques. Le spectateur, qu'il vive ou non au cœur du Sahel, est directement concerné par ce que révèle cet épisode. Une région longtemps présentée comme fragile expérimente un modèle où l'initiative locale prime sur l'ingérence étrangère. Ce changement ouvre une promesse forte: montrer qu'un cadre politique, logistique et stratégique peut être bâti à partir de ressources propres, même dans un environnement décrit comme instable. C'est là que réside le véritable enjeu de cette histoire. Et c'est aussi pour cela que la trajectoire d'Ibrahim Traoré attire désormais l'attention de plus en plus d'observateurs. Et si cette expérience locale annonçait, pour la première fois depuis des décennies, une autonomie capable de durer? Les premières heures de l'intervention à Tindi Ibn ont révélé quelque chose que peu d'analystes attendaient: une alliance du Sahel capable de synchroniser, en moins de 48 heures, des systèmes autrefois dispersés. Ce constat, étayé par les images satellites initiales, a surpris même les partenaires régionaux habitués à une fragmentation chronique. La rapidité de cette coordination a mis en lumière un élément central. L'opération n'a pas été un élan improvisé, mais l'aboutissement d'une organisation méticuleuse portée par un réseau conçu localement. Avant que les premiers drones ne décollent, les ingénieurs, les unités militaires et les autorités des trois pays avaient été préparés une architecture commune, réorientant des technologies artisanales vers un usage tactique. Le principe était simple mais révolutionnaire: mutualiser des moyens limités pour créer une plateforme de défense autonome. Cette approche, encouragée par Ibrahim Traoré, s'opposait frontalement à la logique qui avait dominé le Sahel pendant des décennies, où chaque crise appelait une intervention extérieure. En privilégiant une méthode née du terrain, il a facilité un basculement stratégique. L'expertise locale devenait le moteur principal de la réponse sécuritaire. C'est ce renversement qui répond à la question ouverte au début, ce qui semblait impossible: une autonomie fonctionnelle et coordonnée commence à prendre forme dès les premières minutes de l'intervention. Dans cette dynamique, le désert de Tindibin n'est plus simplement un espace hostile, mais un laboratoire où s'expérimente une souveraineté construite pas à pas. La transformation y est d'autant plus remarquable qu'elle ne repose ni sur des infrastructures importées, ni sur des doctrines étrangères. Elle émane d'une volonté collective de transformer les vulnérabilités historiques en leviers d'action. Le spectateur, en observant ce changement, ne voit pas seulement une bataille, mais la naissance d'une méthode destinée à bouleverser les schémas établis. Ce contexte, désormais posé, permet de comprendre comment une opération localisée a pu réordonner l'équilibre stratégique du Sahel. Au cœur de cette transformation progressive, un acteur se détache non par la mise en scène de la force, mais par une manière singulière de structurer la souveraineté: Ibrahim Traoré. Là où beaucoup s'attendaient à une posture strictement militaire,
il a imposé une logique de bâtisseur, réorganisant les leviers politiques, techniques et humains sur lesquels repose l'Alliance du Sahel. Cette vision apparaît dès les premières étapes de l'opération, lorsque les équipes locales, formées de techniciens, d'officiers et de coordinateurs régionaux, mettent en place un système de communication capable d'unifier 3 pays en un même front. Un premier microcase en témoigne. Au sud de Tindi Ibn, une unité chargée de tester les communications tactiques a réorganisé en quelques heures un équipement artisanal pour assurer un relais stable entre les forces du Burkina Faso et celles du Niger. Ce geste, modeste en apparence, symbolise l'ingéniosité qui soutient la méthode sahélienne. Un second exemple illustre l'effet immédiat de cette nouvelle doctrine. Dans une zone frontalière du Mali, des jeunes officiers issus de communautés longtemps marginalisées ont intégré la cellule de coordination régionale, accélérant la diffusion des alertes et renforçant la cohésion interne. Cette intégration n'est pas un détail, car elle montre que la stratégie repose sur une appropriation locale réelle, loin des modèles imposés depuis l'extérieur. À travers ces signes précurseurs, il devient clair que la bataille guerrière dépasse le strict cadre militaire. Elle inaugure une manière de penser où la souveraineté se construit autant dans l'organisation que dans l'action. Ce changement redéfinit la manière d'évaluer la puissance du Sahel. Avant l'aube, la situation semblait figée, puis tout a basculé lorsque les premières unités de l'Alliance du Sahel ont activé la séquence préparée depuis plusieurs mois. Le déclencheur n'a pas été un tir, mais une décision stratégique. Reconfigurer, en amont, toutes les capacités militaires et logistiques des 3 pays. Cette phase initiale, invisible pour le public, a établi la base d'une offensive capable de surprendre l'adversaire. Les équipes réparties sur les frontières ont relié des appareils artisanaux, des stations locales et des réseaux numériques en un système cohérent. Dans les heures suivantes, la montée en intensité a été fulgurante. Les drones, fabriqués localement, ont décollé avant même que les forces ennemies ne puissent anticiper le moindre mouvement. Leur rôle n'était pas d'attaquer, mais de cartographier le terrain en temps réel pour transmettre aux unités au sol des données exploitables. Le premier flux d'images a mis en évidence un fait essentiel. L'Alliance disposait d'une précision d'analyse autrefois inaccessible. Les troupes, autrefois fragmentées, ont synchronisé leurs déplacements grâce à la réduction spectaculaire du temps de réaction. La transition de 12 minutes à 90 secondes n'a pas seulement amélioré la réactivité, elle a bouleversé la manière d'organiser la défense du Sahel. Le point culminant survient lorsque les 3 centres de renseignement interconnectés ont commencé à traiter simultanément les alertes. Cette coordination, rendue possible sans assistance extérieure, a montré que le Sahel pouvait rivaliser, en termes d'efficacité opérationnelle, avec des structures bien plus dotées. Les mouvements ennemis, détectés et analysés presque instantanément, ont été contournés ou neutralisés grâce à une lecture fine du terrain. Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur la préparation discrète plutôt que sur la démonstration de force, a modifié la logique même de l'intervention. L'onde de choc se manifeste immédiatement sur 2 plans. Sur le terrain, l'adversaire perd l'initiative, incapable de comprendre comment une alliance perçue comme dispersée peut agir avec une telle cohérence. Dans les analyses internationales, un étonnement discret s'installe. La région, souvent décrite comme dépendante, prouve qu'elle peut conduire une opération majeure sans modèle extérieur. Les observateurs étrangers, habitués à des interventions longues et coûteuses, voient une mission se déroulant à un rythme radicalement différent. Cependant, une question demeure en suspens. Cette méthode, conçue sur mesure pour l'environnement sahélien, possède-t-elle des limites que la suite des événements pourrait révéler? Cette interrogation, ouverte ici, constitue un nouveau fil de curiosité pour la progression de l'histoire. Dans les dernières heures de l'opération, l'objectif n'était plus la victoire symbolique, mais la consolidation des gains. Les routes stratégiques ont été sécurisées, les communications stabilisées et les unités repositionnées
pour anticiper tout contre-coup. L'Alliance du Sahel, en intégrant cette série d'actions maîtrisées, a transformé une vulnérabilité historique en dynamique de puissance. Ce déroulé, marqué par des gestes précis et une organisation rigoureuse, illustre la naissance d'une doctrine fondée sur la coordination locale, l'ingéniosité tactique et la rapidité d'exécution. Cette séquence, en apparence linéaire, est en réalité le reflet d'une évolution plus profonde, une manière de concevoir la souveraineté fondée sur la méthode plutôt que sur la réaction. Le Sahel y trouve un nouveau Ouskacha, c'est un tournage stratégique, capable de redéfinir son futur proche. Auparavant, chaque offensive dans le Sahel reposait sur des chaînes de décision lentes et fragmentées. Puis la réorganisation menée par l'Alliance a inversé cette logique en imposant un modèle où la donnée guide l'action. La rupture s'observe dès les premières heures de l'opération de Tindiban, lorsque les équipes techniques ont mis en place un flux continu d'images, de cartes et de signaux tactiques issus de technologies locales reconfigurées. Cette transition, conçue dans un environnement où les ressources sont limitées, n'offre pas uniquement un gain technique. Elle redéfinit la manière dont la souveraineté peut être pensée dans un territoire longtemps dépendant de structures extérieures. Un premier indicateur illustre ce changement. Les pertes humaines de l'Alliance sont restées sous la barre des 20 hommes. Cette donnée montre une planification minutieuse, privilégiant la précision opérationnelle. Le contraste avec les missions étrangères comparables, souvent marquées par un ratio 6 fois plus élevé, démontre que l'Alliance a su exploiter au mieux les informations recueillies sur le terrain. La réduction du risque humain découle directement de la qualité du réseau de surveillance et de la coordination régionale, élément amélioré grâce à la méthode instaurée par Ibrahim Traoré. Un deuxième chiffre met en évidence l'ampleur du progrès. Le temps de transmission des alertes est passé de 12 minutes à 90 secondes. Cette réduction crée une supériorité tactique déterminante. La rapidité d'alerte offre aux unités une marge d'action plus large. Elle permet aussi d'anticiper les mouvements adverses avec une précision que les forces sahéliennes n'avaient jamais connue auparavant. L'effet cumulatif de cette amélioration ne réside pas seulement dans la vitesse, mais dans la capacité de l'Alliance à comprendre les intentions ennemies en temps utile. Un troisième élément structurel, confirme cette montée en puissance. 3 centres de renseignement interconnectés ont remplacé les postes isolés et vulnérables. Cette centralisation renforce l'analyse simultanée des signaux. Elle permet une hiérarchisation rapide des priorités opérationnelles. Elle ouvre également la voie à une gouvernance sécuritaire plus cohérente entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'existence même de ces centres démontre qu'une approche endogène, même née d'outils artisanaux, peut transformer l'équilibre stratégique d'une région entière. La force de cette séquence tient à son articulation. D'abord la collecte, ensuite la transmission, puis l'exploitation immédiate des données. Les drones produits localement ne sont pas de simples outils de repérage, mais des vecteurs d'information intégrés dans un système qui privilégie la réactivité plutôt que la force brute. Les équipes de terrain, en s'appuyant sur ces données, ont pu éviter les pièges adverses, contourner les zones risquées et protéger les unités les plus exposées. Cette dynamique révèle un point central. La stratégie sahélienne n'est pas une improvisation héroïque, mais une construction logique où chaque amélioration technique a une conséquence humaine directe. L'intégration de ces chiffres dans le déroulé tactique n'a pas vocation à impressionner, mais à montrer comment une région réputée fragile peut, grâce à une méthodologie précise, rivaliser avec des acteurs mieux équipés. Ce socle quantitatif, désormais établi, explique pourquoi l'opération de Tindiban a été perçue comme un tournant. La souveraineté n'y est plus un idéal, mais un ensemble de données maîtrisées qui redéfinissent la manière d'agir. Les premières réactions internationales à l'opération de Tindiban ont été marquées par 2 lignes critiques qui, malgré leur cohérence apparente, méritent d'être examinées à partir des données réelles du terrain.
La première soutient que l'autonomie stratégique démontrée par l'Alliance du Sahel serait difficilement soutenable, faute de ressources économiques robustes. Selon cette perspective, une région soumise à des pressions financières et diplomatiques récurrentes ne pourrait maintenir durablement une telle capacité opérationnelle sans retomber dans un cycle de dépendance extérieure. La seconde critique, plus politique que technique, affirme que l'absence de soutien étranger fragilise à terme la stabilité de l'Alliance. Les partisans de cette idée estiment qu'un modèle reposant presque exclusivement sur des solutions locales pourrait s'exposer à un isolement face aux enjeux internationaux et perdre l'élan initial qui a permis la victoire à Tindiban. Cette analyse, en apparence logique, projette une vision selon laquelle l'endogénéité deviendrait un frein plutôt qu'un moteur d'innovation. Ces deux positions, malgré leur rigueur argumentative, ne tiennent toutefois pas compte d'un élément central confirmé par les faits observés: la capacité d'innovation des pays sahéliens. Le déroulé de l'intervention montre que le manque de ressources ne s'est pas traduit par une fragilité structurelle, mais par une optimisation continue des moyens disponibles. Les drones sont fabriqués localement, robustes et adaptés aux conditions du désert, illustrent précisément comment une contrainte peut devenir un atout. De plus, la coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'a pas révélé un isolement stratégique, mais au contraire une efficacité croissante dans la gestion des ressources humaines et matérielles. L'intégration de jeunes officiers issus de régions marginalisées, la réorganisation des centres de renseignement et l'amélioration des communications démontrent que cette autonomie n'est pas une posture idéologique, mais une méthode opérationnelle validée par ses résultats. Ainsi, les critiques formulées gagnent en solidité lorsqu'elles intègrent les contraintes régionales, mais elles perdent de leur pertinence lorsqu'elles ignorent les transformations observables sur le terrain. Le Sahel ne s'émancipe pas par défi, mais par une logique d'efficacité déjà démontrée. Le pivot apparaît soudain. Ce tournant ne résulte pas d'un affrontement spectaculaire, mais d'une méthode soigneusement tissée par Ibrahim Traoré, qui a fait de la sobriété stratégique un levier de transformation. Au lieu de mobiliser des dispositifs externes ou des ressources importées, l'Alliance du Sahel a consolidé un réseau d'actions locales capable de renverser l'équilibre d'une bataille sans recourir à la démonstration de force. Cette approche, d'abord discrète, devient visible au moment où l'ennemi perd l'initiative. Une précision inattendue, une organisation fluide, une autonomie affirmée. Le midpoint reveal se niche ici. La victoire de Tindiban n'est pas l'effet d'une supériorité matérielle, mais celui d'une architecture pensée pour transformer la manière dont une région agit, coopère et se défend. L'innovation ne vient pas du dehors, elle surgit du terrain. Cette bascule ouvre une question déterminante. Si un tel modèle peut émerger dans un environnement réputé fragile, que peut-il produire lorsqu'il gagne en maturité? Cette interrogation, levée maintenant, construit le fil de curiosité qui accompagne les effets concrets à venir. Les effets de la victoire de Tindiban ne se limitent pas au domaine militaire. Ils redéfinissent la vie quotidienne et l'organisation collective dans l'ensemble du Sahel. La question posée au midpoint, ce qu'un modèle fondé sur des ressources locales peut produire en mûrissant, trouve ici ses premières réponses concrètes. C'est dans la cohérence entre les niveaux humains, économiques, institutionnels et régional que se mesure l'impact de la méthode encouragée par Ibrahim Traoré. Dans les villages frontaliers, la diminution des incidents armés transforme immédiatement les routines quotidiennes. Les habitants, longtemps contraints d'adapter leurs déplacements aux menaces, retrouvent une forme de stabilité élémentaire. Les routes rouvertes permettent aux familles de circuler sans la crainte permanente d'une attaque. Ce changement, encore fragile mais bien perceptible, redonne une perspective d'avenir à des communautés qui avaient appris à vivre dans l'attente. La reprise des échanges transfrontaliers, rendue possible par la sécurisation des axes, entraîne une augmentation estimée à environ 22% au cours des premiers mois. Les marchés locaux, paralysés par les conflits,
retrouvent progressivement leur activité grâce à la fluidité retrouvée du transport des biens et essentiels. Les agriculteurs et commerçants profitent de cette dynamique pour rétablir leurs circuits économiques. Cette relance partielle montre que la stabilité ne produit pas seulement de la sécurité, mais également une respiration économique tangible. Sur le plan interne, la réorganisation du système de défense crée un effet d'entraînement institutionnel. Les 3 centres de renseignement interconnectés offrent une structure plus cohérente pour la gestion des risques. Dans plusieurs zones rurales, l'intégration de jeunes officiers au sein des cellules de coordination leur donne une visibilité nouvelle, renforçant ainsi la confiance des populations envers leurs institutions. Cette redistribution des compétences montre que la transformation sécuritaire s'accompagne d'un rééquilibrage social. Dans l'espace régional, l'Alliance du Sahel modifie les attentes des acteurs extérieurs, là où la dépendance envers l'ingérence internationale semblait un horizon inévitable. La méthode sahélienne réintroduit l'idée d'un modèle alternatif fondé sur l'initiative locale. Les observateurs, surpris par la cohérence de l'intervention, commencent à percevoir l'Alliance comme un acteur capable de définir ses propres priorités. Cette nouvelle posture géopolitique ne constitue pas encore un changement d'équilibre durable, mais elle ouvre un espace où les 3 pays peuvent négocier depuis une position moins vulnérable. Ces 4 séries d'effets constituent la première matérialisation de la question posée au midpoint. Un modèle guidé par l'ingéniosité locale peut produire des transformations multiples, cohérentes et visibles. La promesse d'autonomie cesse ainsi d'être théorique. Elle devient une réalité perceptible dans les vies, les marchés, les institutions et les relations régionales du Sahel. La progression de l'Alliance du Sahel après Tindiban ouvre 3 trajectoires plausibles, toutes déjà inscrites en filigrane dans les transformations observées sur le terrain. Chaque scénario reprend les dynamiques révélées pendant l'intervention, sans projeter d'éléments externes, afin de comprendre comment un modèle fondé sur les ressources locales pourrait évoluer. La question directrice apparaît d'emblée. Quelles conditions déterminent la continuité ou l'essoufflement d'un système pensé pour durer? Dans cette hypothèse, le Burkina Faso, le Mali et le Niger renforcent progressivement leur coopération militaire et logistique. Les infrastructures régionales gagnent en cohérence autour des 3 centres de renseignement interconnectés, tandis que les routes stratégiques restent sécurisées grâce à la coordination entre unités locales. Ce scénario repose sur le maintien de la stabilité interne et sur la gestion attentive des ressources communes. Les tensions sociales persistent, mais restent contenues, et les échanges transfrontaliers continuent de croître à un rythme modéré. L'Alliance cherche surtout à préserver ses acquis en évitant toute dépendance extérieure excessive. Dans cette configuration, la discipline et l'organisation démontrée pendant l'opération de Tindiban inspirent des réformes civiles structurantes. Les marchés régionaux se connectent davantage, facilitant une dynamique économique soutenue par l'amélioration de la sécurité. La coopération sud-sud prend une forme plus institutionnalisée, ce qui renforce la légitimité de l'Alliance. Les jeunes officiers intégrés dans les cellules de coordination jouent un rôle croissant dans la transformation administrative. L'ensemble forme un précédent continental, un Sahel capable d'articuler autonomie, innovation et stabilité. Cette trajectoire repose sur une possible montée des tensions internes ou sur une pression extérieure accrue. Si les fractures sociales s'amplifient ou si les gouvernements rencontrent des obstacles politiques majeurs, l'Alliance peut perdre en cohésion. Les structures unifiées risquent alors de se fragiliser et les 3 pays pourraient revenir à des priorités divergentes. La dépendance à l'aide étrangère, atténuée grâce à la méthode sahélienne, pourrait réapparaître sous la contrainte diplomatique ou économique. Même dans ce cas, l'expérience de Tindiban demeure un modèle, utile à d'autres régions confrontées à des défis similaires. Ces 3 trajectoires ne prédisent rien. Elles décrivent ce que les dynamiques actuelles rendent plausible. Elles préparent également la question suivante.
ouverte ici, quelles étapes concrètes permettraient de maintenir l'élan né à Tindiban? La transformation amorcée à Tindiban ne se lie pas seulement dans les cartes militaires ou dans les centres de renseignement interconnectés. Elle traverse aussi la vie de millions de personnes au Sahel. Dans les villages frontaliers, la baisse des incidents armés permet aux familles de reprendre des gestes simples qu'elles avaient mis de côté. Ouvrir une boutique au lever du soleil, emprunter une route sans devoir attendre un convoi, envoyer les enfants à l'école sans la peur diffuse qui pesait autrefois sur chaque déplacement. Ces scènes ordinaires expriment mieux que des chiffres ce que signifie la stabilité retrouvée. Pour les jeunes, l'impact est tout aussi tangible. L'intégration de nouveaux officiers, issus de régions longtemps marginalisées, montre qu'une voix locale peut trouver sa place dans un dispositif de coordination régionale. Cette visibilité redonne confiance à une génération qui, pendant des années, a grandi dans un environnement dominé par l'incertitude. Elle nourrit aussi l'idée qu'un rôle actif dans la protection de leur territoire n'est plus réservé aux structures extérieures. Dans les zones rurales, les coopératives féminines relancent des activités mises en pause pendant les conflits. Leur travail de reconstruction, parfois discret, constitue pourtant un pilier essentiel du redémarrage des économies locales. Ces dynamiques combinées donnent au changement une dimension humaine que les analyses géopolitiques mentionnent rarement. Pour le spectateur extérieur, ce moment du récit offre deux pistes de réflexion. Observer comment une région souvent décrite comme fragile réécrit ses propres règles et comprendre que la sécurité ne repose pas uniquement sur des moyens matériels, mais sur la capacité d'une population à reprendre possession de son quotidien. La méthode encouragée par Ibrahim Traoré, en liant souveraineté et initiative locale, éclaire cette transition sous un angle profondément humain. La continuité du modèle révélé à Tindiban dépend de la capacité du Sahel à transformer une victoire ponctuelle en cadre durable. Les éléments présents sur le terrain dessinent un plan en plusieurs étapes, chacune liée aux dynamiques déjà observées. Ce plan répond directement à la question ouverte dans les scénarios. Que faut-il concrètement pour maintenir l'élan né de cette intervention? Première étape, institutionnaliser l'unité régionale. Les structures communes doivent être stabilisées autour de mécanismes collectifs de décision. Le fonctionnement coordonné des 3 centres de renseignement offre une base solide pour établir un cadre de gouvernance partagé. Cette étape vise à garantir que la coopération ne repose plus seulement sur l'urgence, mais sur des procédures durables. Deuxième étape, industrialiser la souveraineté. Le recours à des technologies adaptées au terrain, parfois artisanales mais efficaces, doit être consolidé. Le développement local de drones ou d'équipements de communication montre que l'ingéniosité interne peut remplacer la dépendance extérieure. La méthode encouragée par Ibrahim Traoré insiste sur une production pensée pour le contexte sahélien. Troisième étape, formés par la pratique. Les jeunes officiers, intégrés aux cellules régionales, ont besoin de formation continue, ancrée dans les réalités du terrain. Les compétences acquises renforcent la cohésion institutionnelle, tout en accélérant la prise de décision. Quatrième étape, ancrer la transparence. Un système public de suivi des données, incidents sécuritaires, dépenses, progrès des projets, renforcerait la confiance des populations. Cette transparence consoliderait la légitimité d'un modèle qui repose autant sur l'organisation que sur la stratégie. Ces 4 étapes ne créent rien d'artificiel. Elles prolongent ce que Tindiban a déjà rendu visible. Elles constituent la réponse directe à la question centrale du récit. Comment faire d'une souveraineté démontrer une souveraineté durable? Le désert de Tindiban, qui semblait autrefois n'offrir qu'un horizon immobile, porte désormais les traces d'une transformation plus profonde que la victoire militaire elle-même. Là où une petite unité avait réorganisé un équipement artisanal pour maintenir un relais entre les forces du Sahel, on voit aujourd'hui le symbole d'un changement intérieur, celui d'un territoire qui apprend à compter sur ses propres forces.
Ce geste modeste, évoqué plus tôt dans le récit, résume l'esprit d'une région qui refuse désormais de subir son destin. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un chef de guerre, mais comme le fil conducteur d'une volonté collective de reconstruire. La méthode qu'il a encouragée, sobre, pragmatique, ancrée dans les réalités locales, a permis aux habitants de Tindimbine et des zones voisines de regarder à nouveau vers l'horizon sans l'appréhension qui marquait leur journée. Les villages frontaliers, les officiers intégrés, les équipes techniques dispersées, tous ont contribué à façonner à un moment où la souveraineté cesse d'être une idée abstraite pour devenir une expérience vécue. Une dignité se reconstruit ici. Cette conclusion, loin de clore l'histoire, rappelle que chaque changement durable commence par un geste simple, répété avec constance. L'histoire de Tindimbine laisse entrevoir plus qu'une opération militaire réussie. Elle révèle la manière dont un territoire peut se réorganiser autour de ses propres forces lorsque les initiatives locales deviennent le moteur du changement. Les habitants, les équipes techniques et les jeunes officiers ont façonné une dynamique où la souveraineté n'est plus un concept lointain, mais une réalité qui se construit pas à pas. Cette trajectoire, encouragée par l'approche méthodique d'Ibrahim Traoré, invite à regarder le Sahel non comme une zone fragile, mais comme un espace capable de réinventer ses propres règles. Pour celles et ceux qui suivent cette évolution, partager le récit, en discuter et le confronter à d'autres perspectives contribue à faire vivre cette expérience collective. Chaque échange permet de mieux comprendre ce qui est en train de naître dans cette région, longtemps perçue à travers le prisme de la dépendance. Si l'avenir du Sahel se construit désormais par l'action de celles et ceux qui l'habitent, quelles voix choisiront de participer à cette conversation ouverte ?